C'est officiel, le vote populaire a parlé, God of War a été élu jeu vidéo de l'année au Games Awards 2018. Et entre vous et moi, c'est pas vraiment une surprise. Au-delà de mon ressenti sur le jeu, qui ne le placerait peut-être pas si haut sur le podium, il faut reconnaître que le reboot de Santa Monica remplit toutes les conditions pour être le blockbuster vidéoludique ultime. Contenu, graphisme, histoire, gameplay, bande-son, tout y est et intégré avec soin, il n'en fallait apparemment pas plus pour dominer cette année. Mais aussi efficace soit-il, ça reste un jeu assez peu surprenant. Que ce soit au niveau mécanique ou narratif, on peut facilement retracer ses inspirations. C'est réussi mais convenu. Et du coup, pour terminer cette année, j'ai plutôt voulu m'intéresser à des jeux qui, par leurs idées de game design, ont tenté de nous bousculer un peu. Des titres qu'on n'attendait pas forcément et qui nous ont d'autant plus surpris par l'audace de leurs propositions. Ce sont évidemment des coups de cœur, mais surtout des preuves que comme chaque année, il y a des créateurs et créatrices qui cherchent à innover pour repousser les limites du médium vidéoludique. C'est donc parti pour 4 idées de game design qui nous ont surpris en 2018, bienvenue dans Game Next Door. « 2017, pour moi, ça a été l'année de la découverte des Walking Simulator. C'est un genre que je regardais d'un œil un peu dubitatif, mais après What Remains of Edith Finch, je m'y suis un peu plus penché et j'ai compris qu'il y avait des trucs vraiment intéressants à en tirer. Tout le concept du narrative design et la possibilité de transmettre des idées complexes et des émotions fortes simplement en nous projetant dans un univers. Avec des mécaniques aussi simples que marcher et observer, on peut raconter énormément de choses si on arrive à impliquer celle ou celui qui tient la manette. Alors, Return of the Obra Dinn n'est pas tout à fait un walking simulator. Le second jeu de Lucas Pope, que vous connaissez peut-être grâce à Papers, Please, c'est avant tout un jeu d'enquête. On y incarne un représentant d'une compagnie d'assurance qui doit comprendre ce qui est arrivé à chaque membre de l'équipage de l'Obra Dinn, un bateau disparu depuis 5 ans qui refait bizarrement surface aux abords de Londres. Une cinquantaine de personnes donc, dont il faut trouver le nom, le sort, c'est-à-dire la nature de la mort, et si celle-ci n'est pas accidentelle, la personne ou la chose qui l'a causée. Pour arriver à nos fins, on dispose d'un registre qui liste tous les membres théoriques de l'équipage, leur nom, leur nationalité et leurs fonctions. On a également un plan du bateau et 2 dessins représentant 2 scènes de vie à bord, des documents cruciaux qui nous permettront de faire le lien entre un nom et un visage plus d'une fois. Mais on a aussi une montre magique qui, si on l'ouvre près d'un des cadavres qui jonchent l'Obra Dinn, nous permet de revivre le moment de sa mort. Et c'est là la grande idée du jeu, puisque c'est justement en nous projetant dans ces scénettes funestes que Lucas Pope va nous raconter toute l'histoire de l'Obra Dinn. De mort en mort, on va pouvoir retracer 5 années de voyage et comprendre ce qui s'est passé entre tous les membres de l'équipage, des trahisons, des meurtres, des magouilles et des tentatives désespérées de sauver sa peau face à une malédiction digne des meilleurs romans de pirates. Le travail qu'a fait Pope sur ces scènes de mort est incroyable. Si le tutoriel reste dans le classique, avec une bonne escarmouche sans grande surprise, après 20 minutes de jeu, on se retrouve face à ça. Un immense kraken est en train de s'attaquer à l'Obra Dinn et provoque un chaos sans nom à son bord. Il n'y a aucun mouvement, tout est figé et pourtant on peut ressentir toute la panique qui règne au sein de l'équipage. Ça court de partout, ça tire ses dernières cartouches, ça se fait écrabouiller, il se passe plein de choses en un millième de seconde et nous, comme un fantôme, on se déplace, on observe, à la fois subjugué et animé par une curiosité morbide. Des scènes comme ça, l'Obra Dinn en est remplie. Chacune d'elles est une plongée en apnée dans un instant crucial, puisque toujours marqué d'une mort, et dont il nous faut comprendre l'action. Comme quand on contemple le radeau de la Méduse de Jéricho, ou le massacre des innocents de Ruben, il nous faut du temps avant de pouvoir digérer une scène de mort de l'Obra Dinn. Alors je ne dirais pas non plus que les scènes de Pope valent les tableaux des grands maîtres, mais il y a en chacune d'elles un sens de la composition qui m'a épaté, surtout qu'elles sont explorables en 3D. La direction des regards, la position des mains, des jambes, chaque détail vient construire le sens de ces instants figés. Et c'est là que j'en reviens à mes fameux Walking Simulator. Même s'ils possèdent un aspect puzzle game très poussé et même un brin ardu, c'est l'exploration et l'observation qui nous permettent de comprendre et de ressentir tout ce qui s'est passé à bord de l'Obra Dinn. Sa narration est purement vidéoludique et se repose sur notre capacité à nous déplacer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le jeu nous donne tout pouvoir sur la timeline de son histoire et nous défie d'en percer tous les mystères en nous invitant justement à être toujours plus attentifs et à créer du sens à partir de détails noyés sous l'action. Si le jeu est d'abord né d'une envie esthétique, et j'en ai même pas parlé parce que c'est évident que vous n'avez jamais vu ça, c'est bien cette idée d'explorer ces instants de mort qui fait de l'Obra Dinn un jeu unique. Il exploite les codes de l'exploration dans un tout petit espace 3D, mais réussit à en faire le théâtre de dizaines d'histoires macabres.
Il m'a complètement aspiré et il fait désormais partie de ces quelques jeux que j'aimerais pouvoir oublier pour retrouver le plaisir de les découvrir. Vous ne le savez certainement pas, mais j'ai un amour sans limite pour les tacticals de la Game Boy Advance. Advance Wars, Fire Emblem, Final Fantasy Tactics Advance, rien qu'en repensant à ces jeux, j'ai des vagues de nostalgie qui me détendent les cervicales et j'ai envie de me caler dans mon lit pour y jouer 3 heures sans m'en rendre compte. C'était à la fois des jeux très chill parce que c'était du tour par tour, mais aussi un peu prise de tête parce qu'il faut anticiper, planifier ses coups et tirer le meilleur de chaque situation. Et ce mix improbable, ça fonctionnait super bien sur moi. Mais depuis cette époque, j'ai jamais vraiment pu retrouver ce plaisir-là, soit parce que les jeux qui s'en sont inspirés après s'en inspiraient trop et du coup je m'ennuyais, soit parce qu'ils ont emmené le genre dans d'autres directions esthétiques ou ludiques auxquelles j'ai pas vraiment accroché. Mais cette année, Into the Breach est sorti, et en plus sur la console la plus cool du moment, ma Switch. Esthétiquement, ça tape en plein dans le mille. On est complètement sur les graphismes de Final Fantasy Tactics, ou plutôt le souvenir de ces graphismes, parce qu'en vrai c'est beaucoup plus fin. L'interface est impeccable, les dioramas sont magnifiques, et les musiques prennent juste la place qu'il faut pour nous laisser entrer en phase de réflexion. Par contre, de prime abord, on peut légitimement se demander ce que le jeu a apporté au genre en 2018. On a des robots qui ont une barre de vie, des monstres avec une barre de vie, et les robots doivent vider la barre de vie des monstres. Même si le jeu se la joue roguelike dans sa progression, apparemment il n'y a pas de quoi nous faire oublier notre Game Boy. Mais par une toute petite idée de game design, Into the Breach twiste la philosophie avec laquelle on aborde habituellement les tacticals. Parce que si en général il faut bien garder ses bonhommes en vie et tuer les autres, dans le jeu de Subset Games, ce n'est pas le cas. L'objectif, c'est de tenir tête aux monstres qui, quoi qu'il arrive, dégageront de la zone au bout de 4 ou 5 tours. Le défi, c'est de les empêcher de détruire des bâtiments, puisque si la jauge de vie commune à toutes les infrastructures se vide, c'est le game over. Et ça bascule complètement notre façon d'envisager les affrontements. La priorité, ce n'est plus de faire un maximum de dégâts, mais d'éviter que certaines cases en reçoivent. Pour gagner, il faut utiliser nos mechas avant tout comme des protecteurs. Leur force de frappe est moins importante que leur capacité à parer des coups, les dévier ou les annuler grâce à une bonne gestion de l'espace. On peut pousser les ennemis, les balancer à la flotte, les piéger dans du brouillard, les attirer contre une montagne ou même se téléporter à leur place, ce qui peut renverser une situation a priori désespérée. Et comme préserver la vie de nos mechas n'est plus la priorité numéro 1, on se rend compte que leurs points de vie deviennent aussi une ressource qu'on peut dépenser pour protéger la population. On peut évidemment se foutre devant une baraque et encaisser les dommages d'une attaque, mais on peut aller plus loin en tirant carrément sur nos propres mechas si ça leur donne de nouvelles possibilités de mouvement. Dans certaines circonstances, ça peut se jouer à une case près, et si le mecha qui peut vraiment faire la différence est un poil trop loin, lui mettre un coup qui lui fera des dégâts mais qui avancera juste ce qu'il faut, ce sera la meilleure manœuvre possible. Into the Breach devient presque un jeu de puzzle, puisque chaque tour est une sorte de désamorçage optimisé d'une menace, plutôt qu'un bête tactical où il faut nettoyer chaque carte. Et évidemment, le talent de ces développeurs s'exprime à travers toutes les différentes escouades du jeu, qui ont chacune une dynamique particulière et qui demandent à chaque fois un temps d'adaptation pour comprendre les combos possibles entre les 3 mechas qui les composent. Mention spéciale au style judoka qui font très peu de dégâts mais qui peuvent renverser chaque situation grâce à leur capacité, ou les Fire Behemoth qui foutent le feu sur toute la map et profitent d'un contrôle de l'espace incroyable grâce aux mecs téléporteurs. Par son esthétique et sa présence sur Switch, Into the Breach m'a fait revivre un type d'expérience que je ne croyais plus jamais pouvoir retrouver, mais en plus, il détourne les codes habituels des tacticals pour proposer quelque chose de vraiment neuf en 2018. Et il montre qu'avec une simple petite idée, un genre très codifié peut prendre une toute autre direction, sans perdre de ce qui fait sa force, le chill et la réflexion. Cyberpunk 2077 est certainement un des jeux qui cristallise le plus d'attentes en ce moment. Non seulement les millions de fans de CD Projekt à qui avec The Witcher 3 guettent la moindre rumeur à son sujet, mais en plus, le jeu polonais semble vouloir concrétiser le vieux fantasme d'un monde ouvert cyberpunk avec toute l'imagerie qu'on associe au genre. Des gigantesques encarts publicitaires fluo, des prothésistes qui collent des armes dans des avant-bras, des meufs hyper sexualisées mais badass, et évidemment un Rick-Ross du turfu. En revanche, pour ce qui est du gameplay, c'est principalement les conflits armés qui ont été retenus. Même si on nous a dit qu'on pourra résoudre les problèmes de différentes façons, de ce qu'on a pu voir, c'est bien le système de combat qui sera au cœur du jeu, à base de décapitation bionique et de balles qui rebondissent. Bon, ça a l'air rigolo. Mais cette année est sorti un jeu qui convoque lui aussi l'imagerie du cyberpunk, mais pour justement proposer quelque chose de bien différent.
Ce jeu, c'est The Red Strings Club. Développé par la toute petite équipe de Deconstruct Team, The Red Strings Club tient son nom du bar autour duquel l'intrigue se construit. Un bar à l'ambiance enfumée et jazzy est tenu par Donovan, expert en mixologie et en extorsion d'informations. C'est un point and click avec une grosse dose de narration qui se construit en 3 actes, centré à chaque fois sur un des personnages principaux du jeu. Akara, un androïde rebelle qui bosse pour la plus grosse multinationale du coin, Donovan, qui fait picoler et parler ses clients, et Brandeis, un augmenté expert en social engineering. Si vous ne savez pas ce qu'est le social engineering, c'est l'art d'obtenir des informations confidentielles en manipulant des personnes et en utilisant justement d'autres informations pour rendre ces demandes crédibles. C'est une forme de hacking psychosocial dans lequel le hacker va se faire passer pour ce qu'il n'est pas pour accéder à des choses auxquelles il ne devrait logiquement pas avoir accès. Et la clé dans tout ça, c'est la collecte et l'utilisation d'informations. Sans trop vous donner de détails, le dernier acte de The Red Strings Club fonctionne donc comme un immense puzzle. Chaque pièce est une information qui emmène potentiellement à une autre, et il faut donc utiliser la bonne notion auprès de la bonne personne. Brandeis étant un augmenté, il a la capacité de reproduire la voix des personnes qu'il entend, et cet avantage couplé à sa connaissance du social engineering va lui permettre d'infiltrer tout le réseau privé d'une corporation opaque. En partant d'informations publiques et en jouant sur le relationnel des différents employés, il finira par obtenir des infos très confidentielles. En termes d'enjeu ludique, ce passage est probablement le plus réussi du jeu. Deconstruct Team a connu quelques difficultés pour le sortir, et ça se ressent un peu. Toutes les ambitions qu'on peut percevoir ne sont pas forcément concrétisées ou poussées jusqu'au bout pour être vraiment percutantes. En revanche, je trouve que se servir du relationnel, du social et de la manipulation comme élément central du gameplay, c'est une vraie bonne idée, et surtout dans un jeu cyberpunk. Parce qu'on a l'habitude de voir de la manipulation psychologique grâce à des augmentations dans le genre. Je pense par exemple aux phéromones qui débloquent de nouvelles possibilités de choix dans Deus Ex Human Revolution, et j'imagine certainement que Cyberpunk 2077 y aura aussi recours. Mais ça fonctionne toujours comme une clé bonus. La confrontation psychologique, en termes de gameplay, elle n'est jamais aussi intéressante que la confrontation physique, qui se traduit soit par un système de combat, soit par des mécaniques d'infiltration. Et ça fonctionne dans The Red Strings Club parce que c'est un jeu très bien écrit. Les personnages sont réussis, attachants, on peut entrer en empathie avec, et c'est ce qui rend la manipulation psychologique intéressante. Et rien que ça en fait d'office un jeu à retenir, parce que ça me semble important de montrer que l'empathie, la compréhension des autres, de leur façon de voir le monde, ça peut aussi être ludique, au même titre que l'analyse d'un pattern d'un boss énervé. Et surtout, le jeu de Deconstruct Team profite de son gameplay pour nous poser de vraies questions sur notre vision du bien commun et sur ce qui détermine nos façons de voir le monde. Et il me semble que derrière les néons et les prothèses nanotechnologiques, c'est bien ce qu'a toujours voulu faire le cyberpunk. Que peut-on encore attendre de la plateforme ? C'est la question que je m'étais posée en jouant à The End is Nigh l'année dernière. Comme son aîné Super Meat Boy, le jeu d'Edmund Macmillan est un platformer ardu, très bien calibré et designé au poil de cul pour offrir une expérience de platformer exigeant. Et le contrat est rempli. Mais j'ai vraiment eu cette impression que le jeu radotait, qu'apporte-t-il de plus que Super Meat Boy ne faisait pas. Depuis sa sortie en 2012, le jeu a mis un coup de massue tellement violent au genre que même son propre créateur n'arrive pas vraiment à le dépasser. Et c'est pour ça qu'en voyant Céleste arriver en début d'année, j'avais du mal à être enthousiaste à l'idée de me faire mal aux doigts juste pour finir un truc que je connaissais déjà. Et la seule raison qui m'a fait craquer, c'est encore cette bonne petite Switch qui prenait la poussière dans son dock depuis Mario Odyssey et ses milliards de lunes. Bon, déjà il faut l'admettre, d'un point de vue purement ludique, Céleste arrive sans mal à égaler Super Meat Boy sur son propre terrain. Tous les niveaux sont agencés avec soin, il y a un challenge réel mais qui monte très subtilement, et en plus, chaque chapitre a sa petite idée ludique qui le rend unique. Il y a des diamants qui rechargent le dash, des prismes étoilés qu'il faut traverser sans se prendre de mur, des parois sur lesquelles on peut passer mais pas rester, ou encore des plumes qui nous transforment en petit esprit pour se faufiler entre les dangers à grande vitesse. Mais le vrai génie de Céleste, c'est de prendre ces petites idées ludiques et de s'en servir non pas uniquement pour renouveler un platformer parfait, mais aussi et surtout pour raconter une histoire profonde et intelligente qui nous parle d'acceptation de soi et de gravir des montagnes, au sens propre comme au sens figuré. Chaque chapitre est une étape dans le parcours émotionnel de Madeline qui va devoir affronter ses propres démons, ses angoisses, ses peurs incarnées dans le personnage de Badline. Un combat contre et avec elle-même qui se matérialise dans toutes les mécaniques qu'on va découvrir en escaladant le Mont Céleste. Les parois dangereuses du chapitre dans l'hôtel nous font ressentir la toxicité de cet environnement qui va finir par pousser Madeline à bout malgré sa bienveillance initiale vis-à-vis d'Oshiro, le propriétaire des lieux. Et les plumes, qui sont dans l'histoire un moyen de se calmer pour Madeline, nous permettent d'aller plus loin plus vite, parce que c'est ce qui se passe si on se pose et qu'on essaie d'avancer sans crainte.
Jusqu'à la fin, Céleste nous fait ressentir ce que Madeline éprouve à travers des mécaniques de platformer classiques, mais qui cette fois-ci prennent un sens nouveau dans l'histoire que Matt Thorson et son équipe ont voulu raconter. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque je parlais de level design maîtrisé tout à l'heure, et Matt Thorson a longuement expliqué sa démarche à ce niveau-là, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le mec sait ce qu'il fait. Il évoque notamment sa façon de gérer le rythme avec lequel on traverse les tableaux en jouant sur les safe spots, c'est-à-dire les endroits où on peut se poser et recharger notre dash. Par exemple, en plaçant plusieurs à la suite, entre des manœuvres compliquées, il crée une forme de tension grimpante, puisque plus on avance, plus on tâtonne avant de continuer parce qu'on ne veut pas perdre et revenir au début. Et à l'inverse, en limitant les endroits où on peut se poser, il nous force à exécuter tous les moves à la suite, ce qui crée une accélération qui fait du bien à la progression. Et bien sûr, ce n'est pas innocent puisque ça participe à nous rapprocher encore plus de ce que Madeline ressent et d'être en phase avec ses oscillations émotionnelles qui fluctuent comme le rythme de l'aventure. Raconter une histoire avec des sauts et des dashs, il n'en fallait pas moins pour faire de Céleste notre jeu de l'année 2018. Qu'on puisse nous faire vivre une telle aventure émotionnelle avec des codes aussi vieux que ceux de la plateforme, c'est une vraie surprise 6 ans après Super Meat Boy. C'est une lettre d'amour à un genre ancestral, mais aussi à toutes celles et ceux qui veulent s'y impliquer, le jeu affichant une bienveillance constante pour ses personnages comme pour ses joueurs. À l'image du dessin animé Steven Universe qui a beaucoup inspiré Matt Thorson, même s'il est jalonné de moments qui peuvent être durs et remuer des blessures assez profondes en nous, Céleste nous parle d'empathie, d'acceptation de ses faiblesses et de celles des autres. Et ce, en proposant un challenge aussi accessible que Rotor pour qui voudrait s'aventurer jusqu'au cœur de la montagne. Alors oui, cette sélection sent très fort le jeu indépendant et pixelisé, j'en suis désolé, je vous jure que c'est pas fait exprès. Mais contrairement aux années précédentes où on a pu avoir du Zelda, du Doom, du Nier Automata, du Overwatch même, le AAA a eu du mal à nous bousculer en 2018. Celui qui m'a le plus surpris personnellement est un petit jeu de cow-boy, mais ce n'est pas par ses idées de game design. On aura l'occasion d'en reparler à froid l'année prochaine. Aussi, on ne peut pas jouer à tout, et d'autres titres auraient certainement pu avoir une place dans cette liste. On vous fait d'ailleurs confiance pour nous parler du jeu qui, par une idée de game design, a fait de votre année 2018 une belle année vidéoludique. Mais pour nous, grâce à Return of the Obra Dinn, Into the Breach, The Red Strings Club et Céleste, le jeu vidéo a encore grandi, nourri par de vraies idées narratives, ludiques et même thématiques. On espère que ce sera encore le cas l'année prochaine, mais on risque pas grand chose vu les trucs incroyables qui se préparent chez les indés comme chez les gros éditeurs. Et puis il y a From Software qui sort un jeu chez Activision, tout peut donc arriver. Merci d'avoir suivi cet épisode, merci de nous avoir suivis toute cette année. On aurait évidemment aimé faire plus, mais on est tout de même très content de ce qu'on a pu sortir ici et ailleurs. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Si vous aimez Game Next Door et que vous voulez nous aider en 2019, allez faire un tour sur notre page. Enfin, je compte sur vous pour partager cette vidéo, faire découvrir notre travail aux gens qui vous entourent, c'est hyper important et on en a toujours besoin pour continuer de faire connaître la chaîne. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous sont chères et bien sûr, cœur sur vos manettes.